Cette série animée commence par montrer une scène de bataille en 1904 lorsque l'Empire du Japon était en guerre avec l'Empire russe. Un homme du nom de Seishi Sugimoto a été vu à la tête des soldats japonais contre les forces russes. Sugimoto a servi comme soldat de première classe dans la première division de l'armée impériale japonaise. Sugimoto était craint pour son style de combat sauvage et sa ténacité incroyable sur le champ de bataille, ce qui lui a valu le surnom d'immortel Sugimoto. Après la guerre, Sugimoto a déménagé à Hokkaido et a travaillé comme orpailleur pour joindre les deux bouts et subvenir aux besoins d'Umeko, l'épouse aveugle de son camarade décédé, Toraji. Un jour, alors que Sugimoto cherche de l'or dans la rivière, il rencontre un vieil homme ivre nommé Goto, qui demande à Sugimoto pourquoi il a déménagé à Hokkaido et travaille dur pour gagner de l'argent. Goto soutient que Sugimoto, qui est un ancien combattant, devrait recevoir une médaille d'appréciation et également une richesse pour son service. Mais Sugimoto était à Hokkaido et est devenu un orpailleur dont les revenus suffisaient à peine à joindre les deux bouts. Sugimoto soutient qu'il a une fois battu l'un de ses supérieurs, ce qui l'a obligé à être renvoyé de l'armée et contraint de déménager à Hokkaido. Goto lui a ensuite raconté l'histoire de Noperabo, un homme qui a tué un groupe d'énus et a volé leur trésor d'or. Sachant que la police allait bientôt l'arrêter, Noperabo s'est précipité pour cacher l'or dans un endroit secret. Cependant, la police a réussi à attraper Noperabo avant qu'il ne révèle l'emplacement de l'or à ses complices. Noperabo a ensuite été jeté dans la prison d'Abashiri et torturé par la police et les officiers militaires qui voulaient l'or. Malgré la torture, Noperabo est resté silencieux car il avait l'intention d'utiliser l'or à des fins plus substantielles. Noperabo a ensuite tatoué les corps de 24 condamnés à mort qui se trouvaient dans la même cellule que lui, avec des morceaux d'une carte indiquant l'emplacement de l'or une fois assemblé. La police, sachant cela, a alors rassemblé les prisonniers dont les corps avaient été tatoués par Noperabo, et avait l'intention de les transférer dans une autre prison. Étonnamment, Noperabo avait anticipé le transfert, car il avait ordonné aux prisonniers de s'évader lorsqu'ils seraient emmenés dans une autre prison. Comme Noperabo l'avait prévu, les prisonniers ont ensuite attaqué la police sur le chemin de l'autre prison, jusqu'à ce qu'ils parviennent finalement à s'échapper. Depuis lors, de nombreuses personnes chassent les prisonniers tatoués pour le morceau de carte qui les mènera à l'emplacement de leur abondant. Cependant, Sugimoto ne semblait pas croire à l'histoire de Goto et pensait que Goto l'inventait. Un Sugimoto épuisé s'assit alors au bord de la rivière alors qu'il se remémorait l'époque où lui et son ami, Toraji, étaient sur le champ de bataille contre les forces russes. À cette époque, Toraji prévoyait d'emmener Sugimoto à Hokkaido après la fin de la guerre et de présenter Toraji à sa femme, Umeko, et à son fils nouveau-né. Toraji a dit à Sugimoto que la vision d'Umeko devenait floue de temps en temps, et Toraji craignait qu'un jour Umeko ne puisse plus voir. Toraji prévoyait d'emmener Umeko se faire soigner aux États-Unis. Mais il avait besoin de beaucoup d'argent car les frais de voyage et médicaux coûtent très cher. Par conséquent, Toraji avait l'intention de devenir orpailleur après la fin de la guerre, dans l'espoir de payer le traitement de sa femme aux États-Unis. Malheureusement, Toraji a été tué pendant la guerre, alors Sugimoto a décidé de fournir la femme et le fils de Toraji. Dans le présent, Sugimoto se réveille de sa rêverie pour trouver Goto pointant une arme sur lui. Goto se rend compte qu'il en a trop révélé sur Noperabo et l'or, alors il essaie de tuer Sugimoto. En apprenant cela, Sugimoto a supposé que Goto racontait peut-être la véritable histoire, puisque l'homme avait vraiment l'intention de le tuer. Cependant, Sugimoto, qui était un soldat coriace, peut facilement saisir l'arme et menacer Goto. Sachant qu'il ne pouvait pas vaincre Sugimoto sans son arme, Goto a choisi de fuir dans la forêt. Sugimoto, qui pensait que Goto pourrait essayer de le tuer à nouveau, se précipita après Goto dans la forêt. Sugimoto a traversé la forêt avec prudence, jusqu'à ce qu'il trouve finalement Goto dans un tas de neige et inconscient. Sugimoto, qui a trouvé des empreintes de pattes d'ours autour de l'endroit, s'est alors précipité pour sortir le corps de Goto de la neige, essayant de le sauver. Mais ensuite, Sugimoto s'est vite rendu compte que Goto était mort après avoir vu les blessures de l'attaque de l'ours sur tout son corps. Parallèlement, Sugimoto a vu que le dos de Goto était couvert de tatouages en forme de carte, ce qui indiquait que l'histoire de Noperabo était une histoire vraie et que Goto était l'un des prisonniers dont les corps avaient été tatoués par Noperabo. Sugimoto a ensuite ramassé le corps de Goto, dans l'intention de le ramener chez lui pour étudier les tatouages sur son corps. Mais de manière inattendue, un ours est soudainement apparu et a immédiatement attaqué Sugimoto. Au même moment, une fille est nue, Azirpa, est apparue sur les lieux et a rapidement tiré une flèche empoisonnée qui a tué l'ours. Sugimoto a ensuite remercié Azirpa et s'est présenté. Sachant qu'Azirpa est d'origine nue, Sugimoto raconte ensuite à Azirpa l'histoire de Noperabo racontée par Goto plus tôt tout en montrant le tatouage sur le dos de Goto. Sugimoto dit qu'il a l'intention de trouver l'or car il a besoin d'argent pour payer le traitement d'Umeko. Étonnamment, Azirpa s'avère connaître l'histoire parce que son père était l'une des victimes tuées par Noperabo. La nuit, Sugimoto et Azirpa ont construit un feu de joie pour se réchauffer, même si c'était très risqué car cela pouvait attirer l'attention des animaux sauvages qui chassaient la nuit. Peu de temps après, un ours est soudainement apparu pour attaquer Sugimoto et éteindre le feu de camp. Alors que Sugimoto essaie de combattre l'ours, Azirpa prend son arc et ses flèches, se préparant à tirer sur l'ours. Cependant, Azirpa avait du mal à tirer ses flèches sans aucune lumière.
Azirpa parvient enfin à tirer sur l'ours avec sa flèche empoisonnée. Mais l'ours était toujours capable de se lever et de lancer une attaque sur Sugimoto. Voyant cela, Azirpa ordonne alors à son loup de compagnie, Retard, d'aider Sugimoto, pendant qu'elle prépare ses flèches empoisonnées. Lorsque Retard distrait l'ours, Sugimoto attrape son fusil et tire sur l'ours. Cependant, le coup n'a pas fonctionné du tout sur l'ours qui a immédiatement bondi sur Sugimoto et est tombé sur lui. Voyant cela, Azirpa se précipite immédiatement vers Sugimoto pour l'aider. Heureusement, Sugimoto parvient à tuer l'ours avec son couteau, lui sauvant la vie. Ensuite, ils ont allumé un feu de camp et Azirpa a parlé à Sugimoto de Noperabo qui avait tué son père et plusieurs personnes de son village. Sugimoto propose alors à Azirpa de trouver l'or. Azirpa qui voulait venger la mort de son père et des habitants de son village accepte finalement de coopérer avec Sugimoto et de trouver l'or. Sugimoto écorche ensuite le corps de Goto pour récupérer un morceau de la carte tatouée sur son dos. Il suppose que Noperabo est peut-être encore en vie et en prison, car la police avait toujours besoin de lui pour obtenir l'or. Par conséquent, Sugimoto promet d'aider Azirpa à se venger de l'homme. Le lendemain, Sugimoto et Azirpa se précipitent vers la ville voisine d'Otaru pour trouver des informations sur les prisonniers tatoués. Pendant que Sugimoto cherche des informations dans les sources chaudes, Azirpa interroge des citadins au bord de la route. Azirpa leur montre les motifs de tatouage qu'elle a dessinés sur papier, mais les résidents affirment qu'ils n'ont jamais vu personne avec ces motifs de tatouage. Le propriétaire du magasin essaie de chasser Azirpa, car elle dérange les clients qui veulent visiter son magasin. Mais ensuite, Sugimoto arrive sur les lieux et se rend compte que le commerçant sait quelque chose sur le tatouage. Sugimoto menace alors le propriétaire du magasin de lui donner des informations sur les prisonniers tatoués. Menacé par Sugimoto, le propriétaire de la boutique révèle finalement avoir vu un homme avec un tel tatouage dans la forêt. Après avoir obtenu les informations, Sugimoto et Azirpa se dirigent immédiatement vers la forêt pour trouver l'homme. En marchant dans la forêt, Sugimoto se rend compte que quelqu'un les suit. Sugimoto a tendu un piège pour attraper le harceleur. Après que le harceleur ait été attrapé, Sugimoto demande alors pourquoi l'homme les traquait. L'homme révèle alors qu'il était l'un des prisonniers tatoués. Azirpa demande alors au prisonnier d'enlever sa chemise, pendant qu'elle dessine le motif du tatouage sur son corps, afin que Sugimoto n'ait pas à tuer l'homme et à l'écorcher. Ils entament alors une conversation et il révèle que quelqu'un a tué les prisonniers tatoués. Cependant, avant que l'homme ne puisse s'expliquer davantage, il a été soudainement abattu à distance. Réalisant le danger, Sugimoto protège immédiatement Azirpa au cas où le tireur serait après eux. Sugimoto attrape alors son fusil et riposte. Le tireur se révèle enfin et il s'engage dans un combat acharné, jusqu'à ce que Sugimoto parvienne enfin à abattre l'homme. Après avoir révélé sa cape, Sugimoto découvre bientôt que le tireur est Ogata, le tireur d'élite de la 7e division. D'autre part, Ogata qui vient de découvrir que l'homme qui s'était battu avec lui était Seishi Sugimoto qui était surnommé l'immortel, puis riposte et tente de s'échapper de cet endroit. Mais au milieu de sa fuite, Ogata glisse soudainement et tombe dans une rivière. Plus tard dans la nuit, les soldats de la 7e division, dirigés par un homme du nom de Tokushiro Tsurumi, trouvent Ogata froid et hypothermique. Ils se précipitent au secours d'Ogata et le ramènent à la base pour un traitement médical immédiat. Le lendemain, Sugimoto et Azirpa capturent un prisonnier tatoué nommé Yoshitake Shireshi qui est un maître artiste de l'évasion. Tout comme le précédent prisonnier, Sugimoto et Azirpa décident de ne pas tuer Shireshi et de l'attacher pendant qu'il copie les motifs de tatouage sur son corps. Ensuite, Sugimoto et Azirpa chassent les lapins pour le déjeuner. Cependant, lorsqu'ils retournent au camp, ils découvrent que Shireshi s'est échappé. Sugimoto demande alors à Azirpa de rester au camp, pendant qu'il s'en prend à Shireshi. Peu de temps après, Sugimoto rattrape finalement Shireshi qui tente de s'échapper par la rivière gelée. Ils se sont battus sur place et ont accidentellement fait craquer la glace, les faisant tomber dans la rivière gelée. Sugimoto et Shireshi décident alors de travailler ensemble pour construire un feu de camp pour se réchauffer afin qu'ils ne souffrent pas d'hypothermie. Tout en se réchauffant, Shireshi parle à Sugimoto des prisonniers tatoués qui sont dirigés par un homme nommé Hijikata Toshizo. Shireshi révèle que Hijikata a soudainement attaqué les prisonniers tatoués lorsqu'ils ont réussi à échapper à la police. Après cela, les prisonniers tatoués sont devenus méfiants les uns envers les autres et se sont même entretués pour obtenir l'emplacement de l'or, tandis que certains prisonniers ont choisi de se cacher de Hijikata ou d'autres prisonniers qui ont essayé de les tuer. De plus, Shireshi a dit à Sugimoto que Noperabo avait dit aux prisonniers d'aller à la ville d'Otaru après avoir réussi à s'échapper. Shireshi ne sait pas pourquoi Noperabo a dit aux prisonniers d'aller à la ville d'Otaru, alors il a l'intention d'enquêter. Après lui avoir dit cela, Shireshi a quitté Sugimoto. Le lendemain, Sugimoto et Azirpa ont poursuivi leur recherche des prisonniers tatoués en se promenant dans la forêt tout en chassant pour le déjeuner. Ils arrivent finalement près d'une tanière d'ours, où Azirpa dit à Sugimoto que son père est entré une fois dans une tanière d'ours et a tué l'ours. Son père voulait désespérément entrer dans la tanière de l'ours parce que le peuple Ainu croyait que les ours ne tueraient pas les humains qui entrent dans leur tanière. Peu de temps après, Azirpa voit quelque chose scintiller au loin. Sugimoto se rend immédiatement compte que l'objet scintillant était une paire de jumelles, ce qui indique que quelqu'un les regarde.
Sugimoto, sachant qu'il pourrait être ciblé par la 7e division, précipite Azirpa en bas de la colline. Sugimoto demande alors à Azirpa de trouver une cachette sûre, pendant qu'il essaierait de distraire les soldats de la 7e division qui descendaient la colline pour l'attraper. Cependant, un soldat de première classe de la 7e division nommé Janjiro Tanigaki parvient à trouver Azirpa caché dans un arbre. Lorsque Tanigaki est sur le point de capturer Azirpa, Retard apparaît soudainement et attaque immédiatement Tanigaki pour sauver Azirpa. D'autre part, Sugimoto qui est entouré par les soldats de la 7e division, entre désespérément dans la tanière de l'ours et parvient à faire attaquer les soldats par l'ours. Par conséquent, Azirpa emmène Sugimoto dans son village, pour remettre le bébé ours aux villageois afin qu'ils puissent s'en occuper. En arrivant au village nu, Azirpa a présenté Sugimoto à sa grand-mère, Usi, qui accueille gentiment Sugimoto. Sugimoto remet ensuite l'ourson à Usi qui s'occupera du petit jusqu'à ce qu'il grandisse. Azirpa dit à Sugimoto que le peuple nu prendra soin du bébé ours jusqu'à ce qu'il grandisse, puis ils le relâcheront. Sugimoto suppose qu'ils relâcheront l'ours dans la forêt. Mais Azirpa dit qu'ils relâcheront l'ours dans le royaume divin à travers un rituel, ce qui indique que l'ours finira par être tué. Par une nuit enneigée, Tsurumi ordonne à ses soldats de retrouver Tanigaki et son équipe qui disparaissent en tentant de capturer Sugimoto. Peu de temps après, le supérieur de Tsurumi, le capitaine Wada, arrive sur les lieux et réprimande immédiatement Tsurumi parce qu'il a donné des ordres aux soldats de la 7e division sans demander son approbation au préalable. Au lieu de s'excuser d'être présomptueux, Tsurumi attaque son supérieur et ordonne à l'un de ses hommes de tuer le capitaine Wada. Pendant ce temps, Hijikata est vu dans un bordel pour rencontrer un prisonnier tatoué nommé Usuyama qui pense que Hijikata veut le tuer. Étonnamment, Hijikata n'a pas l'intention de tuer Usuyama et dit à la place à Usuyama qu'ils peuvent copier les motifs de tatouage sur leur corps en utilisant du papier huilé, afin qu'il n'ait pas à s'en tuer. Hijikata raconte alors à Usuyama son plan pour se débarrasser de la 7e division et propose à Usuyama de travailler avec lui pour obtenir l'or. Le lendemain, Sugimoto rencontre l'oncle d'Azirpa, Makanakuru, qui lui parle de l'or trouvé et collecté par les ancêtres Ainu. Cependant, Makanakuru considère l'or comme une malédiction car de nombreuses personnes ont été tuées en se battant pour lui. Plus tard dans la nuit, après qu'Azirpa se soit endormi, Makanakuru raconte à Sugimoto le passé de Retard. À ce moment-là, Azirpa et son père, qui chassaient dans la forêt, virent un louveteau sur le point d'être attaqué par un ours. Ils se sont précipités pour sauver le petit et Azirpa a décidé de s'en occuper et a nommé le louveteau Retard. Azirpa était toujours joyeux et heureux lorsqu'il passait du temps avec Retard. Mais ensuite, tout a changé quand Azirpa a perdu son père. Azirpa a changé après la mort de son père. Après avoir été laissé seul, Azirpa s'est appuyé sur Retard et a passé du temps avec lui dans les montagnes. Mais une nuit, Retard quitta Azirpa alors qu'elle suppliait le loup de rester. Azirpa a fondu en larmes, étant à nouveau abandonnée. Depuis ce jour, elle souriait rarement jusqu'à ce qu'elle se lie d'amitié avec Sugimoto. Makanakuru note que passer du temps avec Sugimoto a redonné le sourire à Azirpa. Cependant, elle lutte toujours contre la peur d'être abandonnée, incertaine si Sugimoto reste toujours à ses côtés s'il trouve l'or. À minuit, alors que tout le monde dormait, Sugimoto quitta tranquillement le village Ainu. Sugimoto a pensé que la mission de recherche d'or était trop dangereuse, alors il a décidé de laisser Azirpa rester dans le village parce qu'il ne voulait pas mettre en danger la vie d'Azirpa. Le lendemain, Sugimoto est retourné dans la ville d'Otaru pour chercher des informations sur les prisonniers tatoués. Après avoir obtenu des informations sur un prisonnier tatoué nommé Usuyama par l'homme qui possède un bordel, Sugimoto se précipite pour trouver où se trouve Usuyama dans la ville. Mais au milieu des recherches, Sugimoto est rattrapé par les soldats de la 7e division qui le tabassent aussitôt. Peu de temps après, Tsurumi est apparu et a immédiatement arrêté ses soldats en leur ordonnant d'amener Sugimoto au quartier général pour un interrogatoire. Sugimoto a ensuite été interrogé par Tsurumi qui a demandé des informations sur l'or. Mais Sugimoto a fait semblant de ne pas savoir pour l'or. Tsurumi explique alors qu'il cherche également l'or car il a l'intention d'utiliser l'or pour contrôler Hokkaido et former un nouveau gouvernement. Ailleurs, Azirpa, qui est très contrarié que Sugimoto l'ait laissé dans le village, décide alors de retrouver les allées et venues de Sugimoto avec l'aide de Retard. Azirpa demande à Retard de renifler les chaussettes de Sugimoto et fouille la ville d'Otaru. Plus tard dans la nuit, Azirpa arrive dans une auberge après avoir suivi Retard qui a reniflé l'odeur de Sugimoto jusqu'à l'endroit. Mais de manière inattendue, Azirpa rencontre Shireshi qui est surpris de voir Azirpa venir avec un gros loup. Shireshi a ensuite déclaré que ses chaussettes auraient pu être confondues avec celles de Sugimoto lorsqu'elle se réchauffait après être tombée dans la rivière gelée. Après avoir écouté l'explication d'Azirpa, Shireshi a dit à la jeune fille que cet après-midi, les soldats de la 7e division ont capturé un homme et l'ont amené au quartier général. Shireshi a également supposé que l'homme pourrait être Sugimoto. En lui disant, Shireshi s'est dépêché de s'échapper. Mais Retard a facilement rattrapé Shireshi et l'a capturé. Azirpa a alors demandé à Shireshi de l'aider à sauver Sugimoto. Sachant qu'Azirpa et Sugimoto avaient l'intention de trouver leur volet au peuple Ainu, Shireshi était prêt à aider Azirpa tant qu'ils étaient prêts à lui donner la moitié de l'or s'il parvenait à le trouver. Comme Azirpa s'intéressait peu à l'or, elle accepta facilement les conditions de Shireshi. Après avoir conclu un accord,
Azirpa et Shireshi se sont précipités au quartier général de la 7e division et ont été informés que Sugimoto était détenu dans une pièce au 2e étage. Shireshi a ensuite utilisé ses compétences pour se faufiler dans la pièce et a réussi à détacher Sugimoto. Cependant, ils ont rapidement été repérés par les soldats de garde, alors Shireshi s'est échappé sans aider Sugimoto qui a dû combattre les soldats seuls. Sachant que les autres soldats commençaient à arriver pour vérifier la situation, Sugimoto pensa immédiatement à un autre plan pour sortir de cet endroit. Peu de temps après, Tsurumi est arrivé sur les lieux et a été surpris de voir Sugimoto qui était grièvement blessé. Tsurumi, qui a supposé que Sugimoto avait des informations sur l'or, a alors ordonné à ses soldats d'emmener Sugimoto chez le médecin le plus proche afin que Sugimoto puisse être traité immédiatement, car Tsurumi ne laisserait pas Sugimoto mourir avant d'avoir donné des informations sur l'or. Après que Sugimoto ait été emmené pour des soins médicaux, Tsurumi a ensuite examiné les corps de ses soldats dans la pièce et a rapidement découvert que Sugimoto l'avait trompé. Tsurumi se précipita immédiatement après Sugimoto qui réussit à échapper aux soldats qui avaient l'intention de l'emmener chez le médecin. Au même moment, Azirpa, qui savait que Tsurumi était sur le point de chasser Sugimoto, a alors tiré une flèche sur le cheval monté par Tsurumi et a fait tomber le cheval, de sorte que Tsurumi ne pouvait pas rattraper Sugimoto. Après cela, Shireshi, qui menait une enquête, s'est déguisé en soldat de la 7e division et a découvert que Tsurumi avait capturé plusieurs prisonniers tatoués et écorché leur corps pour obtenir un motif de tatouage de l'emplacement de l'or. Entre-temps, Sugimoto, qui a finalement réussi à éviter la poursuite de Tsurumi, a finalement retrouvé Azirpa qu'il a immédiatement battu parce que Sugimoto l'a laissé dans le village. Azirpa a ensuite souligné à Sugimoto qu'elle pouvait se protéger, donc Sugimoto n'avait pas à s'inquiéter des menaces qui pourraient mettre sa vie en danger. En entendant cela, Sugimoto s'est excusé auprès d'Azirpa pour avoir sous-estimé les capacités d'Azirpa en laissant la fille derrière. Ailleurs, Hijikata a été vu en visite chez son vieil ami, Shinpachi Nagakura, qui avait l'habitude de rejoindre Hijikata dans le Shinsengumi. Hijikata a demandé à Nagakura de l'aider à fournir du matériel et des armes pour mener à bien son plan. Nagakura, qui était très fidèle à Hijikata, a immédiatement répondu à la demande de Hijikata, bien qu'il ait confirmé qu'il ne pouvait pas aider Hijikata sur le champ de bataille comme à Shinsengumi, et Hijikata l'a compris. Après avoir obtenu des informations de la 7e division, Shireshi se précipita vers Azirpa et Sugimoto et leur parla de Tsurumi qui avait obtenu des motifs de tatouage des prisonniers qu'il avait écorchés. En apprenant cela, ils avaient l'intention de concevoir un plan pour voler les motifs de tatouage de Tsurumi. Mais avant cela, Sugimoto et ses camarades ont décidé de dîner et de se reposer. Après avoir visité Nagakura et reçu un soutien en armes et équipements, Hijikata a l'intention de rechercher des alliances pour trouver l'or. Hijikata veut recruter Zanjiro Shibukawa, un chef d'une bande de voleurs qui a récemment été libéré de la prison de Kabato. Usuyama est sceptique quant à la coopération de Shibukawa, et Hijikata révèle qu'il a envoyé plutôt des messagers aux hommes mais qu'ils ne sont jamais revenus. Pourtant, Hijikata prétend qu'ils ont besoin des talents de Shibukawa et de ses hommes et comprend qu'ils ne doivent en aucun cas tuer Shibukawa. Usuyama mentionne qu'il n'y en a que 10 contre une douzaine d'hommes de Shibukawa, ce qui les désavantage. Hijikata n'est pas d'accord et dit qu'on ne peut pas compter sur des nombres bruts pour gagner des batailles, ce qui compte, c'est combien d'hommes de votre côté sont prêts à mourir. En arrivant à la résidence de Shibukawa, Hijikata et ses hommes pénètrent dans le bâtiment. L'un des hommes de Shibukawa les confronte mais Usuyama l'attrape rapidement et le jette en l'air, brisant le plafond. Shibukawa dit qu'il n'a pas vu Hijikata depuis qu'il a été transféré à la prison d'Abashiri, mais de retour à la prison de Kabato, il l'a beaucoup aidé. Hijikata demande si ses hommes sont arrivés, et Shibukawa répond qu'ils l'ont fait et ont été torturés jusqu'à ce qu'ils abandonnent les informations sur leur ennemi. Hijikata annonce à Shibukawa qu'il le rejoindra ou se battra jusqu'à la mort. Shibukawa demande à Hijikata de lui montrer son tatouage Abashiri, mais à la place, Hijikata lui jette les têtes coupées des hommes qui étaient censés attaquer Hijikata et son groupe. Hijikata demande à Shibukawa d'ordonner à ses hommes qui se cachent derrière les murs de baisser leurs armes. Shibukawa se rend apparemment, disant que Hijikata a peut-être trompé tout le monde à Kabato en agissant comme un vieil homme calme, mais il a toujours su que Hijikata était un homme dangereux. Soudain, Shibukawa crie, disant à ses hommes de tuer le groupe, mais il est immédiatement abattu par Hijikata. Le combat s'ensuit et Hijikata, portant à la fois son katana et son fusil Winchester, tue plusieurs des voleurs de Shibukawa et ordonne à ses propres hommes de ne laisser personne s'échapper. Usuyama le regarde, se disant que ce doit être le vrai visage du vice-commandant impitoyable du Shinsengumi. Après le combat, Usuyama se demande si Hijikata a vraiment l'intention de créer un nouveau Shinsengumi et doute que d'autres soient intéressés par le coup. Hijikata répond qu'il y a des gens qui vivent depuis de nombreuses années sur les terres d'Hokkaido qui voudraient qu'elles soient libérées. Le lendemain, Shireshi se rend en ville pour recueillir des informations, tandis que Sugimoto et Azirpa remarquent des traces de cerfs et décident de les suivre. Azirpa raconte à Sugimoto une histoire énue sur la façon dont il y avait plus de cerfs dans le passé alors que les dieux les donnaient comme nourriture aux humains. Mais à cause de la neige abondante, les cerfs n'ont pas pu creuser et trouver de la nourriture et beaucoup sont morts. Alors que les deux cherchent les traces du mal, Azirpa voit des empreintes qui doivent appartenir à 2 humains et à un chien. Elle se rend compte que Tanigaki, le soldat de la 7e division qu'il a affronté plus tôt,
est vivant. Pendant ce temps, Tanigaki est avec un homme nommé Tetsuzu Nie, un chasseur et l'un des prisonniers tatoués, son chien Ryu. Il chasse un ours et Nie réussit à tirer sur l'ours. En voyant cela, Tanigaki révèle que dans sa ville natale, il a entendu une fois des histoires sur le légendaire tueur d'ours d'Hokkaido. Tanigaki se rend compte que l'homme devant lui est en fait le légendaire chasseur Tetsuzu Nie. Nie demande à Tanigaki combien de temps il va rester avec lui. Tanigaki répond qu'il sait que Nie est après la même chose que lui, le loup blanc. Après avoir vaincu l'ours, Nie explique à Tanigaki que l'ours serait définitivement devenu un mangeur d'hommes, tandis que les blagues selon lesquelles les ours femelles sont plus émotives et plus effrayantes, tout comme les femmes humaines. Alors qu'il continue à écorcher l'ours, Nie parle des traits de caractère de l'ours. Il révèle qu'il a tué plus de 200 ours par lui-même et que chaque fois était différente. Nie devine que Tanigaki n'a jamais chassé un loup, incitant Tanigaki à demander si Nie a déjà combattu un loup. Nie répond qu'il n'en a jamais chassé et qu'il ne connaît rien au loup, c'est pourquoi il veut le chasser. Chasser ce loup excite Nie, car il veut découvrir qui est le plus rusé d'entre deux. Pendant ce temps, Azirpa et Sugimoto continuent de chasser le cerf. Sugimoto dit qu'ils doivent se dépêcher, et Azirpa craint que si le cerf continue de courir, le stress empirera le goût de sa viande. Azirpa et Sugimoto prévoient de tendre une embuscade à l'animal, qui se cache dans les buissons en bas de la pente. Azirpa glisse rapidement en utilisant un bâton de randonnée, ce qui alarme le cerf. Sugimoto court après le mâle, mais tombe et perd la proie. Par la suite, Azirpa suggère qu'il fabrique un abri temporaire rapide. Dans une autre partie de la forêt, Tanigaki et Nie mangent de la viande d'ours. Nie se demande pourquoi Tanigaki est ici avec lui et pourquoi il porte toujours la casquette militaire. Il demande également pourquoi Tanigaki ne retourne pas dans sa ville natale pour redevenir chasseur. Tanigaki révèle qu'il a ses propres raisons de rester dans l'armée et qu'il était tout à fait prêt à abandonner sa ville natale à Akita. Mais quand il est arrivé dans les montagnes, Tanigaki avait l'impression qu'une toxine au plus profond de lui s'infiltrait lentement. Après avoir entendu son histoire, Nie dit que la chasse au loup n'est qu'une excuse pour Tanigaki, car il est incapable de retourner dans l'armée ou de rentrer chez lui. Au lieu de cela, son esprit de chasseur erre sans but dans les forêts d'Hokkaido. Nie dit à Tanigaki qu'après avoir tué le loup, Tanigaki devrait prendre sa peau et retourner dans sa ville natale. Dans la matinée, Azirpa et Sugimoto poursuivent leur recherche du cerf. Azirpa trouve des traces de la présence du cerf. Quand Azirpa attire le cerf hors de sa cachette, Sugimoto tire son arme sur lui. Mais alors qu'il voit le cerf courir vers lui, Sugimoto hésite, se voyant lui-même frénétique face au cerf. Le cerf frappe le fusil de Sugimoto avec ses cornes, le faisant exploser et s'échappe. Cependant, il se fait attraper par Retard qui le cloue au sol. Azirpa et Sugimoto s'approchent du cerf en difficulté. Azirpa demande à Sugimoto pourquoi n'a-t-il pas tiré même s'il a dit qu'il finirait. Anxieux, Sugimoto tente d'expliquer pourquoi il a hésité. Voyant le cerf se battre pour sa vie malgré le sang qui coulait de sa blessure gelée, Sugimoto ne pouvait pas bouger un muscle alors qu'il se rendait compte que le cerf était lui. Azirpa poignarde le cerf dans le cou, le tuant rapidement. Elle appelle Sugimoto, disant que s'il n'est pas prêt à aller jusqu'au bout, il ne devrait pas tirer avec son arme en premier lieu. Elle ouvre ensuite l'estomac du cerf et demande à Sugimoto de mettre ses mains à l'intérieur de son corps. Sugimoto fait ce qu'Azirpa a dit et commente que ses mains engourdies se réchauffent à cause de la chaleur du corps. Azirpa dit à Sugimoto que le cerf l'a réchauffé dans sa mort, la chaleur l'atteignant et lui donnant la vie. En entendant ces paroles, Sugimoto est rassuré. Au même moment, au loin, Nie et Tanigaki se rendent compte qu'ils viennent d'entendre un coup de feu d'un fusil, le même que Tanigaki porte, et décident de se diriger vers l'endroit d'où proviennent les coups de feu. Azirpa et Sugimoto continuent alors à découper le cerf, tandis que Retard renifle quelque chose dans l'air et commence à agir étrangement. Il pousse Azirpa à aller plus vite, visiblement agité par la présence de quelqu'un. En fait, Retard a détecté le puissant parfum de mort qui venait de Tanigaki et Nie et s'est rendu compte que quelque chose de désagréable approchait. Azirpa explique que les loups sont des animaux très prudents et que normalement, Retard serait déjà parti mais il reste pour leur dire de se dépêcher. Azirpa se dit que ce doit être le soldat de l'autre jour et qu'il doit toujours les suivre. Elle suggère à Sugimoto de prendre tout ce qu'ils peuvent porter et de rentrer. Peu de temps après, Tanigaki et Nie trouvent la carcasse du cerf. Nie remarque des traces de loup et dit que, à en juger par l'état de la carcasse, certains chasseurs doivent avoir volé la proie du loup. Cependant, Tanigaki observe les traces humaines et reconnaît qu'elles appartiennent à l'homme et à la fille nue qu'il a rencontrés l'autre jour. Il dit à Nie que la viande a probablement été laissée au loup, mais l'animal les a sentis venir et s'est enfui. Tanigaki pense que le loup ne semble pas avoir peur de la fille nue et qu'il pourrait revenir manger le reste du cerf. Pendant tout ce temps, Azirpa et Sugimoto ont observé les chasseurs de loin. Sugimoto se demande si les deux pourraient être des chasseurs. Plus tard, ils retournent dans l'une de leurs cabanes de chasse mais la trouvent occupée. Sugimoto sort son arme mais s'avère que c'est juste Shireshi qui est revenu de la ville. Shireshi leur dit qu'il a réussi à obtenir des informations sur un prisonnier tatoué. Shireshi dit qu'un commerçant de fourrure lui a dit qu'un homme qui a été condamné à la prison il y a des années pour avoir tué 3 hommes s'est présenté à l'improviste. Shireshi affirme qu'il connaît l'homme,
car il se trouve qu'il s'agit d'un autre condamné d'Abashiri. Il dit que le prisonnier est un chasseur ridiculement qualifié nommé Nie Tetsuzu. Azirpa se rend compte qu'elle a déjà entendu le nom de Nie. Elle se souvient qu'il y avait autrefois des hommes horribles qui se promenaient en tuant des chasseurs et en volant leurs proies. Une fois, alors qu'Azirpa et son père chassaient, ils sont devenus la cible de ces hommes. Le père d'Azirpa a marqué la fourrure de l'ours avec un symbole et l'a reconnu plus tard lorsqu'un homme a apporté la même peau au commerçant de fourrure. L'homme a été arrêté, mais il y avait encore 3 de ses complices qui cherchaient des chasseurs pour voler dans la forêt. Cependant, ils ont choisi le mauvais homme à cibler, sans savoir qu'ils avaient affaire à Nie Tetsuzu. Nie massacrait un ours dans les bois lorsqu'une balle a ricoché sur le sol à ses pieds, suivi d'un coup de feu au loin. Nie s'est rendu compte qu'il était pris pour cibler et a crié sur les bandits, menaçant les hommes. Les bandits n'ont pas pris l'avertissement de Nie au sérieux et lui ont tiré dessus, la balle traversant les cheveux de Nie. Nie a considéré ce coup comme l'ouverture de la saison de chasse et au cours des 3 jours suivants, il a chassé les bandits un par un, les matraquant chacun à mort. Cependant, le dernier bandit a été arrêté par la police. Alors que les policiers tentaient de l'arrêter, Nie a commencé à casser le cou du bandit. Le meurtre du bandit a entraîné l'envoi de Nie à la prison d'Abashiri. Dans le présent, Sugimoto interroge Shireshi sur Nie, et Shireshi le décrit comme un homme plus âgé aux cheveux grisonnants, portant un fusil à un cou et accompagné d'un chien de chasse nu brun. Sugimoto se rend compte que cela correspond à l'apparence de l'homme que lui et Azirpa ont vu plus tôt. Shireshi révèle alors que le commerçant de fourrure de la ville lui a dit que Nie avait demandé l'argent qu'il obtiendrait pour la peau d'un loup blanc. Azirpa est choqué de l'entendre parce que Tanigaki cherchait Retard et non elle. Nie, Tanigaki et Ryu se préparent à tendre une embuscade au loup et lui tendent un piège en laissant un kit de messe pour attirer l'attention du loup. Nie prend position sur la colline, attendant que Retard apparaisse. Le chasseur tente de réprimer son envie de tuer et de ne faire qu'un avec les arbres afin de rester caché. Pendant ce temps, Sugimoto et Shireshi repèrent Nie, mais Shireshi ne peut confirmer son identité que s'il voit son visage. Sugimoto dit à Azirpa de rester sur place et d'utiliser son arc comme renfort, pendant que lui et Shireshi se rapprochent de Nie. Soudain, Azirpa remarque que le loup se cache derrière un arbre et supplie intérieurement Retard de rester à l'écart, tandis que Nie, qui a également remarqué Retard, devient de plus en plus excité et impatient. Retard émerge de sa cachette mais, avant que Nie ne parvienne à appuyer sur la gâchette, Azirpa tire une flèche dans la trousse de messe, alertant le loup. Nie tire et la balle effleure la fourrure de Retard, l'effrayant. Au même moment, Sugimoto pointe son arme sur Nie, disant au chasseur de lui lancer son arme. Sugimoto demande à Shireshi de confirmer l'identité de Nie, ce qui fait comprendre à Nie que les 2 hommes sont venus après son tatouage. Sugimoto demande à nouveau à Nie de laisser tomber son arme mais Nie est prêt à se battre. Avant que Sugimoto ne puisse tirer avec son arme, il est attaqué par Ryu. Alors que Sugimoto repousse l'attaque de Ryu avec le canon de l'arme, Nie lui balance un coup près. Sugimoto sort sa baïonnette et coupe la main gauche de Nie, lui coupant 4 doigts. Sugimoto poignarde Nie au bras mais Nie se frappe la tête avec le fusil. Nie et Sugimoto continuent leur combat. Sugimoto crie à Shireshi pour obtenir son arme mais Shireshi est arrêté par le chien de Nie, Ryu. Alors que Nie et Sugimoto s'affrontent dans un match mortel, Shireshi tente de lutter contre Ryu pour récupérer l'arme. Une fois armé, Shireshi tire l'arme sur Nie et avertit le chasseur. Au même moment, Tanigaki prend Azirpa en otage et ordonne à Shireshi et Sugimoto de déposer leurs armes. Furieux que Tanigaki utilise Azirpa comme bouclier humain, Sugimoto perd le contrôle et charge Tanigaki avec sa baïonnette et jette la lame sur l'homme, le poignardant à travers la paume de sa main et sa joue. Nie s'attaque à Sugimoto et le tient dans un étranglement au sol. Shireshi appelle Tanigaki, disant qu'il devrait avoir honte d'utiliser un enfant innocent comme otage. Tanigaki ne bouge pas et affirme que la dernière fois qu'il a vu Azirpa, elle portait une peau tatouée pour qu'il ne fasse pas semblant qu'elle n'a rien à voir avec la situation. Azirpa essaie de raisonner Tanigaki, lui disant que sa vie ne vaut pas grand-chose pour Shireshi et qu'il va commencer à tirer. Elle dit qu'ils n'ont pas besoin de verser le sang et qu'il vaut mieux se calmer et arrêter de se battre. Nie avertit Tanigaki de ne pas faire confiance à Azirpa, lui rappelant que les femmes sont des créatures effrayantes. Tanigaki crie qu'il se fiche qu'Azirpa soit blessé dans le processus, et Sugimoto cède, disant à Shireshi de laisser tomber l'arme. Sugimoto demande alors à Nie d'emmener Azirpa pour qu'elle ne les voie pas se faire tuer. Nie accepte et demande à Tanigaki de lui procurer des cordes pour attacher Sugimoto et Shireshi. Sugimoto et Shireshi échangent des regards, élaborant silencieusement un plan d'évacuation. Nie procède au pansement de sa main blessée, tandis que Tanigaki emmène Azirpa, à sa grande protestation. Distrait par un souvenir soudain de sa fille, Nie ne remarque pas que Shireshi et Sugimoto ont réussi à s'enfuir. Nie alerte Tanigaki de la fuite des 2 hommes. Tanigaki tire le bandana d'Azirpa sur sa bouche pour la faire taire et l'emmène à la rivière. Épuisé et ne pensant pas correctement, Tanigaki entre dans un piège à Serenu. Avant qu'Azirpa ne parvienne à l'avertir, Tanigaki est frappé d'une flèche empoisonnée à la jambe. Azirpa lui ordonne de la détacher et lui dit que puisque les poisons nus n'ont pas d'antidote, le seul moyen de sauver Tanigaki est de découper la chair autour de la plaie. Tanigaki accepte et Azirpa plonge la lame dans la cuisse de Tanigaki.
Nie trouve Azirpa s'occupant de Tanigaki et se rend compte qu'il est entré dans le piège à cerf. Azirpa explique qu'elle a coupé toute la chair autour de la plaie mais comme le poison a été mélangé par quelqu'un d'autre, elle ne sait pas si Tanigaki survivra. De toute façon, il ne pourra pas bouger de sitôt. Azirpa suggère qu'ils arrêtent leur combat car ils ne sont pas venus tuer Nie en premier lieu. Mais Nie ne tient pas compte des paroles d'Azirpa et promet à Tanigaki de tuer le loup blanc et de le lui ramener. Nie attrape alors Azirpa et s'enfuit avec elle, espérant faire sortir le loup de sa cachette. Azirpa dit à Nie de la déposer. Elle plaide avec Nie, disant que Retard est le dernier de son espèce. Nie affirme que les loups sont déjà anéantis et qu'il ne se soucie pas de l'argent, car il veut juste être le dernier chasseur à voir un loup d'Hokkaido. Ensuite, Nie amène Azirpa dans un endroit ouvert. Azirpa essaie de se battre, mais Nie l'attache à une branche d'arbre. Il dit à Azirpa que son combat avec Retard est un combat à mort entre deux bêtes, et Nie prévoit de survivre. Il promet d'en finir d'un seul coup, pour que Retard n'en souffre pas. Peu de temps après, Retard apparaît et charge vers Nie. Nie vise son arme et tire quelques coups, mais Retard parvient à esquiver chacun d'eux. En voyant cela, Nie est étonné et pense que Retard pourrait comprendre comment fonctionne une arme à feu. Retard saute sur Nie et lui mord le bras gauche, mais Nie met le canon de son arme sur la tête de Retard et annonce sa victoire. Soudain, un autre loup saute sur Nie par le dos et lui mord le cou. Ryu se précipite à la défense de Nie, aboyant bruyamment contre les loups et protégeant Nie d'eux. Le loup rejoint Retard et Nie se rend compte qu'ils sont un pack de chaleur. Même gravement blessé, Nie remarque que le compagnon de Retard n'a pas respecté les règles d'une bataille entre hommes, attestant à quel point les femmes sont terrifiantes. Pourtant, Nie est satisfait de ces derniers instants. Peu de temps après, Sugimoto et Shireshi arrivent sur les lieux et libèrent Azirpa. Azirpa entend un hurlement et voit 4 louveteaux. Azirpa est profondément touchée en voyant la famille de Retard. Elle se souvient de la nuit où Retard est parti et se rend compte que c'est la raison de son départ. Enfin, Tanigaki décide de rejoindre les autres, tandis qu'Azirpa insiste pour qu'ils emmènent Tanigaki et Ryu avec eux au village Enu. Shireshi, qui porte Tanigaki sur la civière, fait une pause et dit qu'il va se reposer jusqu'à ce que Sugimoto le rattrape. À proximité, Sugimoto est vu en train de récupérer la peau tatouée de Nie et de marcher. En arrivant au village Enu, le groupe prend un repas ensemble. Alors qu'ils mangent le poisson apporté par Ushi, elle raconte une histoire Enu sur la façon dont le poisson a cessé d'apparaître alors que les hommes ont commencé à chercher de l'or. Finalement, les Enu ont décidé d'arrêter de collecter de l'or et de le cacher. Shireshi suppose que c'est le même or qu'ils recherchent et qu'il doit y avoir plus d'or caché qu'ils ne le savent. Tanigaki se joint alors à la conversation, disant que Tsurumi est un officier du renseignement, il a donc recueilli des informations sur l'or. Tsurumi pense qu'il y a 1000 fois plus d'or que ce que Noperabo a dit aux prisonniers. Shireshi se demande pourquoi Tsurumi voudrait lancer un coup d'état, et Sugimoto devine que cela a dû être le siège de Port Arthur. Tanigaki explique qu'ils ont été envoyés dans la bataille malgré les faibles chances de succès. À cette époque, Tsurumi mena ses soldats au combat et ils gagnèrent, mais perdirent la moitié des hommes. Le lieutenant général Anazawa, chef d'état-major qui a donné des ordres pendant le siège, s'est suicidé après son retour au Japon. Cependant, le gouvernement a blâmé la division pour cela. Les soldats de la 7e division se sont vus refuser leur argent et leurs récompenses et ont été traités comme des parias par le reste de l'armée. Tsurumi a alors décidé de créer une dictature militaire sous sa direction avec l'or Enu. Dans le présent, Shireshi demande si Sugimoto a changé d'avis sur l'or après ce qu'il a entendu. Sugimoto répond qu'il ne laissera pas Tsurumi avoir l'or et tiendra la promesse faite à son partenaire. Ailleurs, Hijikata décide d'aller en ville, afin qu'Usuyama puisse rendre visite à une prostituée. Hijikata explique à Nagakura que si Usuyama n'a pas couché avec une femme depuis un certain temps, il devient instable et peut même s'en prendre aux hommes. Dans le même temps, Shireshi est également en ville et décide d'aller dans un bordel plus cher pour recueillir des informations. Alors que Shireshi est sur le point d'entrer dans le bâtiment, il rencontre Usuyama à la porte. En le voyant, Shireshi s'enfuit immédiatement, terrifié pour sa vie. Usuyama le poursuit alors, lui disant qu'il veut juste parler. Comme il ne peut pas le secouer, Shireshi voit des soldats de la 7e division. Il leur dit qu'un homme aux tatouages étranges le poursuit pour avoir prétendument volé de l'argent au bain. Les soldats réalisent qu'Usuyama est un prisonnier tatoué et pointent leurs armes sur lui. Dans le flashback, Hijikata a été vu en train de parler à Nagakura sur une falaise. Il a dit que Noperabo et lui partageaient un objectif, et qu'il était donc le seul condamné d'Abashiri à connaître la véritable quantité d'or caché. Hijikata a déclaré qu'avec cet argent, il pourra créer une nouvelle nation. De retour dans le présent, Usuyama combat les soldats de la 7e division à Otaru. L'un des soldats, un homme du nom de Nikedu, parvient à lui tirer une balle dans l'épaule, mais les renforts d'Hijikata arrivent. Au même moment, des explosions à proximité se font entendre, alors que Hijikata passe devant des otages dans la banque. Tsurumi arrive sur les lieux et inspecte le cadavre d'un homme qui aurait été un prisonnier tatoué, mais l'homme n'a pas de tatouage. Tsurumi en déduit que la fusillade est une simple diversion par rapport au véritable objectif. Dans la banque, les hommes de Hijikata prennent de l'argent et des bijoux, tandis que Nagakura trouve le légendaire katana de Hijikata. Tsurumi suit Hijikata jusqu'à la banque,
mais il est trop tard. Alors qu'il tente de tirer sur Hijikata, l'homme s'échappe sur un cheval monté par Tsurumi. Pendant ce temps, Shireshi retourne au bordel où il demande à l'une des dames de prendre un vêtement à l'homme tatoué. Shireshi obtient la chaussette d'Usuyama et demande à Azirpa de lui prêter Retard. Azirpa refuse, expliquant que Retard n'est pas à elle de prêter et qu'elle ne prévoit plus jamais se rapprocher de Retard, après avoir vu qu'il avait une famille. Shireshi décide alors d'utiliser Ryu pour localiser Usuyama. Après avoir cherché dans les rues d'Otaru, Ryu parvient à trouver où se trouve Usuyama. À son arrivée sur les lieux, Shireshi regarde par une fenêtre, entend Nagakura et Usuyama parler de meurtres récents sur la côte de Shakotan et d'un condamné d'Abashiri, Kazuo Enmi, un tueur en série qui a tué plus d'une centaine d'hommes. Cependant, Ryu fait du bruit, alertant Usuyama, qui saute alors par la fenêtre et saisit Shireshi. Les deux se battent alors, mais leur combat est interrompu par Hijikata, qui empêche Usuyama d'assassiner Shireshi. Plus tard, Usuyama propose qu'il laisse Shireshi en vie s'il les laisse copier son tatouage. Hijikata devine que Shireshi ne travaille pas seul. Shireshi explique qu'il travaille avec Sugimoto, mais déclare qu'ils n'ont aucun tatouage. Hijikata dit alors à Shireshi d'obtenir la peau de Kazuo Enmi. Shireshi retourne à Sugimoto et Azirpa et leur raconte les récents meurtres de pêcheurs et que le tueur est Kazuo Enmi. Shireshi dit que ce doit être Enmi parce que tous les corps avaient le caractère de l'œil gravé dessus, le même caractère que Enmi a sur son tatouage. Shireshi se souvient alors de sa rencontre avec Enmi. L'homme lui raconta comment il avait vu un sanglier dévorer son petit frère vivant, l'événement traumatique a conduit Enmi à développer une obsession pour le meurtre. Inquiète pour son oncle, Makanakuru, qui chasse actuellement une baleine sur la côte, Azirpa décide d'attraper le criminel. Les trois se rendent sur la côte, où ils sont accueillis par Makanakuru, qui leur demande de l'aide. L'un des bateaux a attrapé une baleine, mais elle les traîne depuis hier. Le groupe prend un bateau et rejoint les pêcheurs, Makanakuru demande alors à Sugimoto de frapper la baleine avec un harpon. La baleine les traîne entre d'autres bateaux, faisant tomber un pêcheur à la mer craignant que le pêcheur ne meure d'hypothermie, Sugimoto suggère qu'ils aillent l'aider. Ils ont coupé leurs cordes, laissant Shireshi et l'autre bateau continuer à chasser la baleine, pendant qu'ils reviennent et aident le pêcheur. Cependant, le pêcheur s'avère être Enmi Kazuo, qui a vu Shireshi et suppose que lui et Sugimoto sont venus le tuer. Se réchauffant près du feu, Enmi ne veut pas se déshabiller pour ne pas dévoiler ses tatouages. Il dit qu'il est trop gêné pour se déshabiller devant les autres, alors Sugimoto lui donne une couverture. Enmi est étonné de la gentillesse de Sugimoto, alors il se demande s'il est vraiment venu pour le tuer. Il note que Sugimoto a une odeur de meurtrier, tout comme lui, alors il espère que Sugimoto le tuera brutalement, tout comme la bête qui a tué son frère. Enmi retourne au dortoir des pêcheurs et change de vêtements. Il est ravi de rencontrer Sugimoto et veut en savoir plus sur lui. Enmi se rend compte qu'il n'est pas seul, car un pêcheur malade qu'il a vu changer de vêtements pose des questions sur ses étranges tatouages. Enmi étrangle le pêcheur avec une ficelle, mais est interrompu par Sugimoto qui frappe à la fenêtre, demandant s'ils peuvent rester dans les dortoirs et s'ils peuvent faire du travail. Enmi fait visiter Sugimoto et Azirpa et explique le processus de conservation du hareng. Il demande alors à Sugimoto de découper un bloc de poisson avec un gros couteau. Alors que Sugimoto plonge le couteau dans le bloc, Enmi s'excite, s'imaginant à la place du bloc. Azirpa dit qu'il devrait partir et aller trouver Shireshi, et Sugimoto est d'accord. Ne voulant pas qu'ils partent, Enmi les invite tous les deux à un repas de riz blanc, auquel ils acceptent avec joie. Après avoir mangé, Azirpa va chercher une salle de bain, laissant Enmi et Sugimoto seuls. Enmi demande si Sugimoto était à Port Arthur et s'il a tué des gens. Sugimoto le confirme, déclarant qu'il n'oubliera jamais les visages des hommes qu'il a tués et que sa propre mort ne sera pas paisible. Entendre cela excite encore plus Enmi, le convainquant qu'il doit essayer de tuer Sugimoto pour enfin rencontrer la mort horrible qu'il recherche. Parallèlement, Azirpa voit une tête coupée dans la salle de bain, réalisant que Enmi devrait être à proximité. Elle se précipite pour avertir Sugimoto, mais il est déjà parti avec Enmi. Sugimoto remarque alors les soldats de la 7e division et se couvre rapidement le visage, craignant que les soldats ne le voient. Enmi se rend compte que la 7e division a également mordu à l'hameçon et est là pour les prisonniers tatoués. Enmi prend la main de Sugimoto et le conduit au manoir du magnate du hareng car il y a beaucoup d'endroits où se cacher. Au manoir, Tsurumi joue du piano et discute de futurs investissements avec le magnate. Tsurumi demande au magnate de faire un don pour la construction d'une usine d'armes. Pendant ce temps, Enmi et Sugimoto entrent dans le manoir, mais deux soldats sont déjà à l'étage et reconnaissent Sugimoto. Enmi essaie de distraire les hommes, mais quand cela échoue, il tranche la gorge d'un soldat avec son couteau de pêcheur et poignarde l'autre dans l'œil. Le soldat tire sur Enmi et le coup de feu alerte Tsurumi. Alors que Sugimoto tente de partir avec Enmi, il est arrêté par Tsurumi. Ils sont interrompus par le chef du hareng qui commence à tirer avec le pistolet Maxime, et Sugimoto parvient à s'échapper en portant Enmi sur son dos. Les deux se dirigent vers la côte où ils voient Shireshi et les autres qui ont réussi à tuer la baleine et à la traîner jusqu'à la plage. Sugimoto dit à Shireshi que la 7e division est là, mais Shireshi voit Enmi derrière Sugimoto et l'avertit du tueur. Enmi est arrêté par la flèche d'Azirpa, mais tente toujours de combattre Sugimoto, qui bloque facilement son attaque et poignarde Enmi plusieurs fois.
Sugimoto abat rapidement Ennemi et le poignarde avec une baïonnette. Soudain, une orque sort de la mer et entraîne Ennemi. Sugimoto, Azirpa et Shireshi montent sur un bateau et chassent l'animal. L'orque commence à lancer Ennemi, essayant de le tuer. En même temps, Ennemi se rend compte qu'il va mourir d'une mort violente tout comme son frère et est super content de mourir comme ça. Mais de manière inattendue, Sugimoto saute dans l'eau pour l'attraper. L'orque charge alors le bateau pour attraper sa proie, mais Azirpa le transperce avec un harpon. L'orque éloigne alors le bateau, aidant le groupe à s'échapper de Tsurumi. Pendant ce temps, Hijikata observe les événements de loin, commentant que Shireshi a des amis fascinants. Par la suite, Tsurumi est informé qu'Ogata a disparu de l'hôpital et que Nikedu a disparu depuis des jours. De retour au village des Zennu, Tanigaki retourne chez Ushi et à sa grande surprise, il trouve Ogata et Nikedu à l'intérieur qui l'attendent. Tanigaki explique qu'il a été touché par une flèche empoisonnée et qu'il a passé tout ce temps à se remettre de sa blessure. Ogata se demande pourquoi Tanigaki n'est pas retourné à Tsurumi maintenant alors qu'il peut marcher, ce à quoi Tanigaki répond qu'aujourd'hui est le premier jour où il est capable de marcher avec un bâton. Ogata mentionne que Tame, Noma et Okada ne sont pas revenus non plus et suggère que Tanigaki les a tués. Tanigaki le nie et demande à Ogata et Nakedu de ne pas blesser le peuple Ennemi. Ogata dit alors qu'il plaisantait et prétendra qu'il n'a pas vu Tanigaki, il est donc autorisé à rester autant qu'il le souhaite pour rembourser les Zennu. Avant de partir, Ogata demande à Tanigaki s'il a vu Sugimoto l'immortel et un enfant Ennemi, mais Tanigaki dit non. Tanigaki explique à Ushi qu'il va partir, mais le cousin d'Azirpa, Ozoma, s'énerve et commence à tirer Tanigaki sur ses oreilles, ne voulant pas le laisser partir. Alors qu'il est tiré par Ozoma, Tanigaki se fait effleurer par une balle dans le front. Nikedu dit à Ogata qu'il a raté et qu'ils auraient dû tuer Tanigaki là-bas. Ogata déclare que cela signifierait également tuer les témoins, et il ne veut pas tuer la grand-mère car il aime sa propre grand-mère. Ogata pense que Tanigaki est un homme honnête et ne trahirait pas Tsurumi. Il suppose que Tame et d'autres n'ont peut-être pas réussi à persuader Tanigaki et ont essayé de le faire taire, mais ont été tués en retour. Pendant ce temps, Tanigaki se souvient d'une conversation avec Tame, qui a laissé entendre qu'il y a des gens qui prévoient de trahir Tsurumi, et Tanigaki pense maintenant qu'Ogata est l'un d'entre eux. Sur la côte, Sugimoto et Shireshi boivent et savourent un repas, tandis qu'Azirpa s'endort après une journée fatigante. Les trois sont approchés par Hijikata qui dit qu'Azirpa a de jolis yeux colorés, commentant qu'elle pourrait avoir du sang russe en elle. Hijikata demande alors à Sugimoto le nom de la fille, précisant que c'est le nom japonais qui l'intéresse. Sugimoto répond qu'il n'a jamais demandé et qu'il ne sait pas. Avant de partir, Hijikata dit secrètement à Shireshi de faire des copies des peaux tatouées. Tanigaki utilise un écran de fumée pour s'échapper du village Ennemi. Ushi demande au dieu de protéger Tanigaki et Ozoma apporte le fusil de Nie, caché par Azirpa. Ogata observe le village de loin et commande joyeusement qu'il est temps d'aller chasser Tanigaki. Tanigaki s'est enfui dans la forêt et est armé du fusil de Nie. Tanigaki court dans la forêt, essayant de s'éloigner de ses poursuivants et remarque des traces d'ours avec un ourson marchant sur les empreintes de sa mère. Il décide de suivre le même chemin et Ogata et Nikedu perdent Tanigaki. Nikedu commente alors qu'il se fiche que Tsurumi découvre leur trahison, car il ne se soucie que de tuer Sugimoto. Tanigaki voit une carcasse de cerf et se rend compte que l'ours utilise ce chemin quotidiennement. La nuit, Nikedu veut allumer un feu pour se réchauffer, mais Ogata rejette l'idée, affirmant que le feu alertera Tanigaki de leur emplacement. Le matin, Ogata et Nikedu voient de la fumée et décident de la vérifier, où ils trouvent un feu de camp avec les affaires d'une personne. Ogata dit à Nikedu d'aller vérifier le feu de camp pour les traces de Tanigaki et de lui faire signe s'il trouve quelque chose. Nikedu confirme qu'il s'agit de Tanigaki puis se réchauffe au feu. Cependant, Ogata est sûr que c'est un piège, alors il attend le prochain coup de Tanigaki. Affamé et fatigué, Nikedu perd sa concentration et est violemment attaqué par un ours apparu soudainement. L'ours malmène Nikedu, lui arrachant l'oreille et le blessant au visage. Ogata se rend compte que Tanigaki a planifié cela et attend qu'Ogata tire pour révéler son emplacement. Nikedu crie à l'aider, après quelques instants, Ogata tire finalement sur l'ours, l'effrayant. Ogata se lève, confiant que Tanigaki ne peut pas le combattre sans armes. Un coup de feu est tiré, repoussant Ogata, alors que Tanigaki lui tire dessus avec le fusil de Nie. Tanigaki est alors alerté par Mishima, un soldat de la 7e division. Mishima s'approche de Tanigaki et explique que la 7e division a suivi Ogata et Nikedu tout ce temps, et que Tsurumi arrivera sous peu. Mishima dit que tout cela était un plan élaboré pour enfumer d'autres rebelles, et qu'il attendait qu'Ogata prenne contact avec le groupe de Tame, mais Tanigaki les a tués. Tanigaki a essayé de protester, mais Mishima l'interrompt, disant qu'il sait que Tanigaki n'a pas trahi Tsurumi. Tanigaki veut s'expliquer, mais il voit Mishima se faire tirer une balle dans la tête par Ogata, qui a repris ses esprits. Ogata se rend compte qu'il doit tirer sur Tanigaki avant que Tsurumi n'arrive, mais il est trop tard, car Tsurumi et ses hommes sont déjà arrivés. Tsurumi ordonne aux soldats de tuer Ogata, mais le tireur d'élite parvient à s'échapper. Tanigaki prend le chaos comme une opportunité de passer inaperçu. Tsurumi capture Nikedu et lui coupe l'autre oreille.
Il met ensuite la lame sur le nez de Nikedu, exigeant que Nikedu lui dise les noms des autres traîtres. Nikedu est indifférent, mais, lorsqu'on lui offre l'opportunité de tuer Sugimoto, il coopère et donne Komiya à Tsurumi. Pendant ce temps, Ogata parvient à s'échapper. Ailleurs, Azirpa, Sugimoto et Shireshi se promènent dans la forêt. Le groupe a maintenant obtenu 5 tatouages, et Sugimoto s'interroge sur d'autres personnes en possession de tatouages. Il demande quel genre d'homme est Hijikata, et Shireshi se souvient de ses expériences avec le vice-commandant Shinsangumi et à quel point il semblait jeune dans la prison. Les trois marchent plus loin et voient un barrage sur la rivière, et Azirpa met en garde contre un poisson dangereux légendaire, le plus grand de tous les Ushans, censé manger même les ours. Shireshi prend l'avertissement à la légère, mais le pont se brise et il tombe à l'eau. Sugimoto et Azirpa tentent de le sauver, mais Shireshi est attrapé par un poisson géant. Un homme saute dans l'eau et sauve Shireshi après avoir vaincu le poisson. L'homme s'avère être un vieil ami du père d'Azirpa, Kirorank. Pendant que Kirorank et Shireshi se réchauffent près du feu, Azirpa et Sugimoto écaillent le poisson. Kirorank entend le nom de Sugimoto et se rend compte qu'il est l'immortel Sugimoto. Lorsqu'on lui demande où il a entendu le nom, Kirorank répond qu'il fait partie de la 7e division. Sugimoto lui demande s'il travaille pour Tsurumi, cependant, Kirorank déclare que son officier supérieur avait un nom différent, de plus, il n'a été en contact avec personne de l'armée depuis qu'il a quitté l'armée. Kirorank explique qu'il a reconnu Sugimoto à partir du nom et de la cicatrice sur son visage. Pourtant, il est curieux de savoir ce qu'un héros de guerre fait ici avec Azirpa. Azirpa répond que Sugimoto est son partenaire et Kirorank conclut que si Azirpa le pense, alors on peut leur faire confiance. Il dit ensuite à Azirpa qu'un vieil homme japonais est venu dans son village et cherchait une fille nommée Asuko Koshub. Azirpa est surprise car c'est son nom japonais et seule sa mère et son père le savaient. Kirorank explique que Noperabo a dit aux prisonniers que l'une de ses personnes de confiance à l'extérieur est Asuko Koshub à Otaru. Kirorank révèle que Noperabo essayait de confier l'or à Azirpa et qu'il est le père d'Azirpa. Azirpa n'arrive pas à croire que c'est son père qui a tué les Ennu et pris l'or. Sugimoto se demande pourquoi Kirorank connaît le nom japonais d'Azirpa, et Kirorank dit que lui et le père d'Azirpa, Wilk, sont venus au Japon ensemble. Azirpa veut rencontrer Noperabo pour confirmer qu'il est bien son père. Shireshi affirme que ce sera difficile, mais il est prêt à aider. Kirorank explique qu'il se sent responsable de la façon dont l'or a été volé, après que Sugimoto et Shireshi en aient pris une bonne quantité, il souhaite rendre le reste aux Ennu. Le groupe retourne au village d'Azirpa où il voit Tanigaki, vêtu de vêtements Ennu Atu, jouant de la musique avec Ozoma. Kirorank semble reconnaître Tanigaki, mais suppose ensuite à tort qu'il est l'oncle d'Azirpa. Plus tard, ils s'assoient tous près du feu et discutent de leur futur voyage vers la prison d'Abashiri. Tanigaki dessine une carte au sol et pointe à Zaikawa, une ville située à mi-chemin d'Abashiri. Il dit que cette ville abrite le quartier général de la 7e division. Kirorank propose de passer par Sapporo, car il a un ami là-bas et ils peuvent acheter des armes et des explosifs à bas prix. La nuit, Shireshi parle avec Sugimoto en privé et se demande s'ils doivent faire confiance à Kirorank. Sugimoto commente qu'il ne fait même pas confiance à Shireshi et pense que Kirorank cache quelque chose à propos de Noperabo. Cependant, il pense que si Azirpa fait confiance à Kirorank, il ne doit pas être un méchant. Dans la matinée, Kirorank, Azirpa, Sugimoto et Shireshi partent pour Sapporo. À Sapporo, un couple marié arrive au Sapporo World Hotel pendant un orage et est accueilli par une mystérieuse propriétaire. Par la suite, une femme se réveille dans le sous-sol du Sapporo World Hotel et hurle d'horreur lorsqu'elle voit la tête coupée de son mari. D'autre part, la silhouette ombragée sourit alors qu'elle prépare sa scie à os pour réclamer une autre victime. En arrivant à Sapporo, le groupe de Sugimoto visite un magasin pour acheter des explosifs et des armes. Shireshi se demande s'il y a un endroit à proximité où ils peuvent dormir, et le commerçant leur parle d'un vieil hôtel à proximité, récemment repris par une nouvelle propriétaire à la fois jeune et belle. En attendant, la propriétaire, Kano Yenaga, accueille Usuyama au Sapporo World Hotel. Alors qu'elle le raccompagne dans sa chambre, Usuyama s'interroge sur son passé et complimente son corps et sa voix. À son insu, Yenaga est un ancien condamné d'Abashiri qui a depuis radicalement changé. Yenaga suggère à Usuyama d'aller dans un restaurant chinois à proximité et explique leur vision unique, où il croit que manger une partie du corps d'un animal peut guérir la partie correspondante du corps humain. Usuyama se souvient d'un vieil homme qu'il connaissait dans la prison d'Abashiri qui a dit la même chose et demande à Yenaga si cela fonctionne vraiment. Elle l'affirme, et Usuyama demande quelle partie devrait-il manger s'il a besoin de plus d'endurance au lit, puis claque sa main contre le mur, coinçant Yenaga et disant qu'il veut coucher avec elle. Yenaga complimente ses bras forts, mais les deux sont interrompus par l'arrivée du groupe de Sugimoto. Yenaga accueille ses nouveaux invités et est surprise de trouver Shireshi parmi eux. Tout comme Usuyama, Shireshi, qui n'a aucune idée de l'identité passée de Yenaga, essaie de courtiser la propriétaire. Après avoir escorté tout le monde dans leur chambre, Yenaga observe Shireshi et Kirorank à travers l'un des passages secrets de l'hôtel aux allures de labyrinthe. Elle désire obtenir le corps fort d'Usuyama pour atteindre la perfection dont elle rêve, alors elle prévoit d'utiliser du gaz pour l'endormir. Cependant, elle est suivie par Shireshi qui veut lui parler. Lorsque Shireshi se rapproche dangereusement de rencontrer Usuyama,
Ienaga tire le levier pour ouvrir un évent sous lui. Shireshi tombe au sous-sol, où Ienaga l'endort avec une injection et dit que maintenant elle veut aussi obtenir les jolis yeux bleus de son invité. Azirpa et Kirorank commentent les étranges oreilles d'Usuyama. Sugimoto explique le sens et se demande si Usuyama a fait beaucoup de judo auparavant. Ils se serrent la main et se saisissent immédiatement par les bras, évaluant la force de leur adversaire. Sugimoto est émerveillé par le pouvoir de l'homme et Usuyama les invite à boire. De retour à l'hôtel, Usuyama cherche Ienaga. Il trouve le passage secret avec un levier et le tire, ouvrant les vents dans le sol. Se demandant si Ienaga est là, il entre directement dans les vents et tombe dans le sous-sol. Shireshi, qui a essayé de se libérer des chaînes dans lesquelles Ienaga l'a mis, est surpris par l'entrée soudaine d'Usuyama, mais lui demande toujours de l'aide, disant que la propriétaire est l'un des condamnés. En entendant le mot propriétaire, Usuyama confond Shireshi avec Ienaga et commence à embrasser sa poitrine, mais s'arrête ensuite et vomit, revenant brièvement à la raison. Shireshi explique que Ienaga est en fait une condamnée d'Abashiri qui était médecin, sa taupe à lèvres étant un cadeau mort. Usuyama déclare qu'il s'en fiche et qu'il ne partira pas tant qu'il n'aura pas couché avec Ienaga. Il enfonce la porte du sous-sol tandis que Shireshi s'échappe par le conduit d'aération. Ienaga regarde Azirpa dormir. Elle commente la beauté de la jeune fille et touche sa peau et ses cheveux, puis tire sa paupière vers le haut, admirant les yeux d'Azirpa. Alors que Ienaga essaie de goûter à l'œil d'Azirpa, Sugimoto donne un coup de pied à la propriétaire. Réalisant que le gaz n'était pas suffisant pour assommer Sugimoto, Ienaga joue l'idiot et dit qu'elle vérifiait juste Azirpa parce qu'elle semblait malade. Sugimoto ne la croit pas et demande comment elle est entrée dans la pièce en premier lieu. Shireshi frappe à la porte, disant qu'ils doivent sortir de l'hôtel et que la propriétaire est une détenue d'Abashiri qui avait l'habitude de manger la chair de ses patients. Elle lance alors 2 seringues en direction d'Azirpa et disparaît dans l'un des passages secrets. Sugimoto attrape les seringues avec sa main et dit à Shireshi que Ienaga s'est échappée. Alors que Ienaga tente de s'enfuir, elle est arrêtée par Usuyama, qui est fou de désir pour elle. Usuyama poursuit Ienaga tout en cassant tout sur son passage. Shireshi attrape les explosifs de Kirorank pour se défendre et en lance un devant Ienaga, qui court alors en direction de Sugimoto. Elle crie, révélant qu'Usuyama est aussi un prisonnier tatoué. Usuyama enfonce Sugimoto et les deux brisent le mur et se battent. Accidentellement, Usuyama claque Sugimoto contre un évent dans le sol, l'envoyant au sous-sol. Ienaga juge son hôtel inutile maintenant et tire le levier qui déclenche l'autodestruction du bâtiment. Elle se prépare à quitter l'hôtel, mais Shireshi lui lance une autre grenade, provoquant une explosion. Sugimoto se retrouve au sous-sol où il sent l'alcool. Les flammes de l'explosion atteignent le sous-sol et Sugimoto court pour sa vie à cause de la vague de feu derrière lui. Shireshi rencontre Usuyama et laisse tomber les explosifs qu'il portait. Usuyama se demande ce que Shireshi fait ici, puis conclut que l'homme qu'il a combattu plus tôt est Sugimoto l'immortel. Shireshi remarque le feu dans le sous-sol et exhorte Usuyama à sortir de l'hôtel. Usuyama dit qu'il a un message du vieil homme pour Shireshi, tenez-nous toujours informés de vos allées et venues. Shireshi se rend compte qu'il a laissé tomber son sac avec des explosifs et va le ramasser, il trébuche et les explosifs tombent dans le sous-sol. Shireshi court pour Sugimoto et Kirorank, qui portent Azirpa, leur disant qu'il y a une bombe. Usuyama trouve Ienaga piégée dans les débris et procède à son sauvetage. Ienaga insiste sur le fait qu'il doit comprendre pourquoi elle a fait tout cela, car elle voulait rester la meilleure personne qu'elle ait jamais été, même si cela signifiait voler les autres. Alors qu'elle appelle Usuyama parfait, l'explosion démolit le bâtiment, mais Sugimoto, Azirpa, Kirorank et Shireshi parviennent à s'échapper. Le groupe quitte ce qui reste de l'hôtel et part pour Abashiri. Le lendemain, Shireshi passe une copie du tatouage de Kazuo ennemi à Usuyama. Usuyama demande à Shireshi de l'accompagner et le conduit dans une chambre qu'il a louée, où Ienaga se remet de l'explosion de son hôtel. En attendant, Azirpa, Seishi Sugimoto et Kirorank recherchent des survivants dans les décombres des ruines de l'hôtel. Kirorank dit que les pompiers et la police n'ont signalé aucune victime et que les corps des précédentes victimes de Ienaga ont été enterrés sous les décombres. Kirorank déplore que Shireshi ait perdu les explosifs qu'ils ont achetés et qu'ils doivent maintenant trouver de l'argent pour en acheter plus. Azirpa suggère qu'ils visitent un kotan à Naganuma où elle a des parents, là, ils peuvent chasser et gagner de l'argent de cette façon. À Naganuma, Azirpa présente aux autres le jeune frère de Usui, qui les laisse rester dans sa maison pour ce soir. Le frère de Usui leur parle d'une femme étrange qui est venue plus tôt dans leur kotan et qui y séjourne maintenant. On dit qu'elle est une clairvoyante, capable de voir le passé et l'avenir d'une personne. La femme s'approche alors du groupe et le frère de Usui révèle qu'elle s'appelle un karma. Shireshi est influencé par l'apparence d'un karma et tente de flirter avec elle. La femme suppose que le groupe vient d'Otaru et insiste sur le fait qu'elle peut voir qu'il recherche quelqu'un. Shireshi est choqué par ses pouvoirs de clairvoyance, tandis qu'Azirpa reste sceptique. Un karma explique qu'elle est diseuse de bonne aventure et que les Zenus viennent souvent lui demander de l'aide. Un karma propose de prédire la fortune du groupe et dit que c'est un mauvais signe. Azirpa n'en est pas impressionné, affirmant qu'elle est un nouveau type de femme Enu et qu'elle ne croit pas à la divination. Un karma sourit et demande si c'est le père d'Azirpa qu'il recherche. Le lendemain matin, Azirpa dit à Sugimoto que Shireshi a disparu, mais Kirorank dit qu'il sait où l'homme est allé.
Shireshi et un karma sont à l'hippodrome de Naganuma, faisant des paris sur les chevaux avec l'aide de la divination d'un karma. Le cheval sur lequel Shireshi a parié gagne, alors l'homme continue de jouer et d'acheter toutes sortes d'amulettes à un karma, en espérant que cela lui portera chance. Azirpa, Kirorank et Sugimoto trouvent les deux à l'hippodrome et Azirpa se rend compte que Shireshi utilisait la bonne aventure d'un karma pour les courses et l'avertit de ne pas lui faire confiance. Pendant qu'ils se disputent, Kirorank observe les chevaux sur l'hippodrome et commente que le cheval gagnant doit être numéro 3 ou 4. Shireshi se demande si Kirorank peut également prédire l'avenir, ce à quoi Kirorank répond qu'il a grandi à cheval et en sait beaucoup sur eux, à tel point que pendant la guerre russo-japonaise, il a été autorisé à s'occuper des chevaux du génie de combat. En entendant cela, un karma convient que le numéro 3 doit gagner, alors Shireshi parie son argent dessus. Kirorank ramasse une casquette de jockey sur le sol et la met sur sa tête. Il est alors approché par deux hommes qui le prennent pour un jockey nommé Takazaki. Les hommes expliquent que le jockey qu'ils recherchent s'est enfui et qu'ils ont maintenant besoin de quelqu'un pour le remplacer. L'un des hommes demande si Kirorank peut monter à cheval, et l'autre lui dit que le propriétaire du cheval voulait que le jockey triche et c'est pourquoi il s'est enfui. Le propriétaire du cheval est un chef yakuza qui veut qu'un cheval impopulaire gagne la course, et les hommes disent qu'il y aura des conséquences désastreuses s'il ne se conforme pas. Habillé en tenue de jockey et le visage rasé de près, Kirorank s'approche d'Azirpa et d'autres et leur demande de parier sur lui, en choisissant le numéro 3. Cependant, quand un karma exécute sa divination et dit que le numéro 3 ne peut pas gagner. Azirpa dit à Shireshi de l'arrêter, insistant sur le fait que la bonne aventure est pour ceux qui ne savent pas quoi faire, et elle est certaine de son voyage. Un karma annonce que le numéro 6 gagnera et Shireshi veut tout parier avec enthousiasme. La course commence et Kirorank est immédiatement frappé avec le fouet d'un autre jockey. Cependant, il reprend rapidement ses esprits et prend les devants. Shireshi gémit qu'il va perdre tandis que Sugimoto encourage Kirorank, qui vient alors en premier. Après sa victoire, Kirorank rejoint les autres, disant qu'ils doivent partir car le patron Yakuza doit le chercher. Il se demande où est Shireshi, et Sugimoto montre du doigt l'homme qui a clairement une dépression nerveuse. Le groupe de Sugimoto est de retour dans le village du frère de Ushi, se préparant à poursuivre son voyage. Shireshi dit qu'il a quelque chose d'intéressant à partager et raconte ce que Ienaga lui a dit plus tôt. Il y a un mois, un homme est venu à l'hôtel de Ienaga. L'homme s'est avéré être un voleur et il a raconté à Ienaga une chose étrange qu'il a vue dans une maison dans laquelle il s'est faufilé à Yubari, des montures humaines taxidermisées et une peau avec des tatouages qui ne ressemblaient pas à ceux d'un yakuza. Shireshi suggère qu'il devrait suivre cette piste, et le groupe se dirige donc vers Yubari. Tard dans la nuit à Yubari, Tsurumi tend une embuscade au cimetière, attendant un voleur de tombe. Tsurumi demande à Tsukishima de garder un œil sur la nouvelle tombe qui a été creusée hier. Tsurumi s'attend à ce que le voleur de tombe apparaisse, prenant le appât. Nikedu distrait Tsurumi, disant que son oreille ressemble à celle de Yue et demande à Tsurumi de lui donner son oreille gauche. Pendant qu'il parle, le voleur de tombe apparaît et Tsukishima alerte Tsurumi. Nikedu marche sur une branche et le bruit fait fuir le pilleur de tombe. Tsukishima et Nikedu suivent l'homme, tandis que Tsurumi ramasse un gant que le voleur a laissé tomber. Cette série animée se termine avec Tsurumi qui met le gant qui ressemble à de la peau humaine et sourit avec enthousiasme, prévoyant de rendre visite à l'évadé bientôt. La leçon morale que l'on peut tirer de cet anime est que la cupidité peut amener n'importe qui à faire diverses manières d'obtenir ses désirs, notamment en éliminant la vie des autres et en faisant souffrir les autres. Par conséquent, ne soyez pas cupide et cruel.